on est dans une entreprise qui est vraiment mission first, c'est-à-dire qu'on est parti sur une mission, rendre l'information accessible et utile, et à partir de là, on se réinvente. Il y a une dimension de peur qu'il ne faut pas sous-estimer dans ces moments de transformation, et si on veut arriver à passer de la peur à l'envie, ça passe absolument par des formations. Et là, votre mission, c'est de systématiquement repousser les limites de ce qui est possible pour aller explorer des champs nouveaux. L'enjeu est d'essayer de voir sur chacune des dimensions de la chaîne de valeur comment on peut être le meilleur possible. Un leader doit continuer à montrer quelle est la montagne à gravir, enlever les obstacles qui sont sur la route pour permettre aux équipes d'avancer avec le bon niveau d'autonomie. Bonjour à toutes et tous, je suis Marc-André et vous écoutez le podcast de l'hypertransformation by SIA, le premier podcast qui décrypte de l'intérieur les transformations technologiques, organisationnelles et sociétales des entreprises. Tous les mois, nous recevons un dirigeant qui prend le temps d'analyser les enjeux structurants de la transformation de son entreprise et plus globalement de l'économie française. Une trentaine de technologies à vocation disruptive sont actuellement en gestation ou en cours de déploiement dans les entreprises. L'intelligence artificielle évidemment, qu'elle soit générative, prédictive ou frugale, mais aussi plus globalement le numérique via l'informatique quantique, la cybersécurité, la décarbonation, les sciences des matériaux, le spatial, etc. La combinaison de toutes ces technologies, qui est la caractéristique de cette hyper-transformation, de cette quatrième révolution industrielle, change fondamentalement la donne et démultiplie la vitesse de transformation des entreprises qui n'ont d'autre choix que de s'adapter en profondeur pour survivre. C'est tout l'objet du podcast de l'hyper-transformation by SIA que de vous raconter, comme si vous y étiez, les coulisses et impacts de cette hyper-transformation technologique, organisationnelle et sociétale des entreprises et de l'économie. Pour le 5e épisode de la saison 2, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Missoff, le directeur général de Google France. Sébastien, enchanté et bonjour. Bonjour Marc, très heureux d'être avec vous ce matin. Est-ce que vous allez bien ? Je vais très bien. Je vais commencer par faire votre portrait, votre mini-portrait et présenter Google. Vous me direz après s'il y a des erreurs ou pas. Alors Sébastien, vous êtes un Googler historique, entré dans le groupe en 2006 après 9 ans chez L'Oréal. Vous avez occupé de nombreux postes à responsabilité, que ce soit à Dublin ou en Californie, notamment la direction des opérations de YouTube pour la région EMA, c'est-à-dire Europe, Middle East et Afrique, ou le pilotage de la stratégie de diversification globale des solutions publicitaire du groupe. Vous êtes DG France depuis 2017 et vous accueillez près de 1400 personnes dans votre siège rue de Londres à Paris. Google, on le sait, n'est plus seulement un moteur de recherche, mais le pilier central d'Alphabet Holding créé en 2015. Mais Google, c'est surtout 4000 milliards de dollars de valorisation boursière à la mi-janvier. Je précise que seuls Nvidia, Apple et Microsoft avaient auparavant franchi ce cap. Google, ce sont aussi près de 180 000 collaborateurs dans le monde, plus de 350 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024, majoritairement tirés par la pub, et 100 milliards de dollars de bénéfices. Et ce sont aussi plus de 90 milliards d'investissements au global en 2025. Google Search est le premier moteur de recherche au monde avec 90% de part de marché. YouTube, le premier site de vidéo, et Android, l'OS mobile le plus utilisé sur la planète. Vous êtes numéro 3 dans le cloud, derrière AWS et Microsoft Azure. Vous êtes challenger dans les chatbots IA avec Gemini, qui compte 650 millions d'utilisateurs mensuels et dont le lancement de la version 3 en novembre a été salué par les experts. Vous êtes également challenger dans les puces électroniques avec Ironwood, votre 7e génération de processeurs TPU capable de rivaliser avec les GPU de Nvidia. Enfin, Google dispose aujourd'hui sur le marché de pas moins de 7 solutions à plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Google Search, mais également Chrome, Gmail, YouTube, Google Maps, etc. Est-ce que votre présentation est bonne et est-ce que celle que j'ai faite de Google comporte des erreurs ? Très précise sur tous ces éléments. Le point sur lequel je reviendrai, vous évoquez un certain nombre de produits sur lesquels on a des parts de marché significatives. Je pense sur toutes les solutions, elles ont tout en commun le fait de se mettre dans un esprit de challenger, de sportif de haut niveau. Et c'est pas parce qu'on a réussi hier qu'on va réussir demain. Et on a en permanence sur toutes les solutions, quelles qu'elles soient, cette attitude de continuer à se réinventer.
Si vous deviez, c'est ma première question pour lancer le débat, si vous aviez une définition de l'hyper-transformation de Google, quelle serait-elle? La définition de l'hyper-transformation de Google, il faut probablement aller la chercher dans notre ADN. Google est né en 1998 sur un papier de recherche. Donc le premier élément de cette hyper-transformation, c'est qu'on est né à partir d'un papier de recherche, et donc qui inscrit l'innovation dans notre ADN. Et le deuxième élément important, c'est qu'on est dans une entreprise qui est vraiment mission first, c'est-à-dire qu'on est parti sur une mission, rendre l'information accessible et utile, et à partir de là, on se réinvente. Le rachat de YouTube, qui n'était pas évident pour un moteur de recherche, était clé à partir du moment où on a cette mission. Et le fait d'être sur cette mission fait qu'on continue à se réinventer. Donc ça veut dire que c'est une réinvention permanente et une transformation, non pas récurrente, mais quasiment continue. Oui, c'est exactement ça. Enfin, l'hypertransformation, c'est qu'on ne part pas sur un métier, mais on part sur une mission, rendre l'information accessible et utile à tous. Et à partir du moment où on a cette mission, chaque jour, en fonction des technologies, en fonction des évolutions des usages, on se réinvente. Depuis 20 ans, vous le dites, Google a énormément évolué, comme les usages d'ailleurs, avec le déploiement de l'Internet en 2005, l'arrivée du mobile en 2010, l'émergence des réseaux sociaux à partir de la fin des années 2010 et maintenant la révolution des chatbots IA. Tout le monde considère qu'on est aujourd'hui précisément à un moment de bascule sans précédent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, et surtout quels enseignements vous tirez de toutes ces transformations précédentes pour accompagner celle qui est la plus majeure que l'on est en train de vivre aujourd'hui, celle de l'IA? Ouais, alors j'ai vécu 7 ans en Californie, vous l'évoquiez tout à l'heure. Un des premiers livres dont on parle énormément, c'est The Innovator Dilemma, le livre de Christensen, qui commence avec l'exemple de Kodak et cet exemple d'une entreprise qui était leader sur son industrie et extraordinaire de précision, d'exigence sur ses produits, mais arrive une rupture technologique importante et du jour au lendemain, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui fait des pellicules et des films mieux que Kodak, c'est qu'il y a un nouvel usage. On prend des photos avec son téléphone portable et ce changement majeur dans les usages. Donc c'est évidemment dans cet état d'esprit que depuis 20 ans, on réfléchit aux transformations chez Google, en continuant à être incroyablement exigeants sur la qualité de nos produits, mais aussi en continuant à réfléchir à quels sont les nouveaux usages et la façon dont elles évoluent. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, euh, on a un choix infini quand on veut acheter un produit. On peut aller sur le site de Carrefour, de Fnac, d'Amazon. On peut aller directement sur des applications. On peut aller sur le site de Google. On peut aller via des réseaux sociaux où il y a des capacités d'acheter des produits. Et donc, on voit que ces usages évoluent très rapidement et l'enjeu clé est d'être très vigilant sur ces usages-là. Il a toujours fallu que vous vous adaptiez, que vous innoviez en fonction de l'évolution du usage. Si on se projette un peu, on va commencer quasiment par la fin. Si on se projette à la révolution de demain, c'est laquelle pour vous? Aujourd'hui, on vit l'IA. Demain, ça sera quoi? Emmanuel Mettet, l'invité précédent, le directeur général de l'EDEC, parlait du quantique. Je sais que aussi Mathieu Courtecuisse, le CIO de SIA, il y a 3 ans, avait fait un papier dans les médias en disant, en pronostiquant, en projetant la fin du portable, du smartphone en tant qu'objet physique, en tant que device, en disant demain, les communications se feront par des objets qui seront totalement connectés, de la montre aux lunettes en passant par les ordinateurs 3D ou les hologrammes, ce qui est une modification, une révolution des usages. Pour vous, c'est quoi? Alors, j'aimerais, avant de me plonger dans le futur, je pense que c'est absolument clé de revenir sur les quelques fondamentaux et de nommer ce que je vois aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle. Il y a la révolution sur l'intelligence artificielle prédictive, qui est le fait d'avoir énormément de données, qu'à partir de ces données, vous travaillez dessus et que vous avez des recommandations. Et le deuxième élément, c'est l'IA générative, Générative. dont on parle particulièrement Hmm. sur la capacité de créer des Celle qui a textes pénétré le grand et public des avec images. ChatGPT il y a 3 ans maintenant. 3 ans. Exactement. L'IA prédictive, c'est ce que vous utilisez. Si vous êtes venu avec Google Maps ce matin, c'est le fait d'avoir accès à ces données qui nous permet de vous dire quel est le meilleur chemin, combien de temps ça va prendre pour aller d'un point A à un point B. Donc, je Et pense ça, que c'est pas récent. Ça, c'est beaucoup plus déjà, vieux. ça fait plus de 10 ans sur lesquels on travaille, enfin, qui sont au cœur d'énormément des solutions qu'on apporte. Je pense que dans ces éléments-là, dans les grandes révolutions qui peuvent arriver, la première est en effet liée au quantique. Le quantique, on est au tout début, donc toute la partie IA prédictive a une possibilité dans les années qui viennent d'aller beaucoup plus vite, avec des gains aussi d'énergie qui sont probablement une révolution majeure dans les années qui viennent, qui sont liées à ces éléments-là. Et sur la partie IA générative, la prochaine révolution est probablement sur la façon
dont on interagit, en effet, sur le fait que l'Internet d'hier était un lien avec des textes et le fait de pouvoir avoir un assistant, que ce soit à travers la voix, que ce soit à travers des nouveaux usages et la façon dont on va réussir à interagir avec ces informations-là. Et ça, c'est pour quand? Dans les années qui viennent. Alors, je pense que derrière cette question, c'est probablement une des questions les plus importantes sur la façon dont Google continue à se réinventer et à réussir. On est très, très vigilant sur une méthode d'innovation qui est pour moi l'ADN de Google. Le premier, c'est qu'on a une mission à très long terme, rendre l'information accessible et utile à 100 ans. Et c'est très difficile de se projeter sur les 100 prochaines années. Et donc, ensuite, on a des circuits d'action qui sont très courts, ce qu'on appelle des OKR, Objective Key Results, où tous les 90 jours, on se donne des objectifs au service d'une mission dans les 10, dans les 100 prochaines années. Et puis, en fonction de ce qui se passe, on regarde au bout de 90 jours, ça a bien marché, ça n'a pas bien marché. On est en avance, on est en retard. Exactement, Okay. et ça nous permet. Mais donc, il y a cette dimension de pragmatisme qui est importante et qui est vraie pour l'IA, qui avait été vraie pour les transformations digitales d'avant. On n'a pas les réponses exactement, combien de temps ça va arriver, mais par contre, il faut essayer dès maintenant, se donner des objectifs dans les 90 jours et avancer, qui est un élément clé. Et le deuxième point très important, c'est le 70-20-10 qui est aussi au cœur de la méthode d'innovation de Google. On sait que les transformations arrivent, il faut être aussi incroyablement vigilant de ne pas aller trop vite et ne pas complètement tourner le volant trop rapidement. Et donc l'enjeu est d'être à 70 sur le cœur de métier, sur lequel on ne prend pas de risques, sur lequel on doit être très exigeant et on n'a pas le droit à l'erreur. C'est la qualité de l'information sur le moteur de recherche, c'est la sécurité pour un constructeur de voitures et ainsi de suite. Et puis ensuite, il y a le 20 qui sont des paris qui sont en train d'émerger et 10 qui sont ce qu'on appelle plus des moonshots et des révolutions beaucoup plus importantes. Et donc l'enjeu aussi, c'est tous les 90 jours de trouver le bon équilibre entre ces 70-20-10. Et un des points les plus importants liés au 20 et au 10, et qui est peut-être dans mon rapport d'étonnement quand je suis rentré en France par rapport aux États-Unis, un point de vigilance, c'est la prise de risque, c'est accepter la notion n'est pas la même que sur le 20, l'acceptation. on va réussir une fois sur 2 et sur le 10, on va réussir une fois sur 10. Et donc, cette prise de risque et reconnaître dans ces éléments-là, quand on ne sait pas exactement comment ces usages vont être faits, qu'il faut essayer tout de suite, accepter qu'il va y avoir un taux d'échec important, mais par contre, apprendre très rapidement. En termes d'évolution, récemment, Google a annoncé un partenariat, un accord conclu avec Apple. Cet accord dit que les grands modèles de langage de Google, à commencer par Gemini 3, vont alimenter demain une partie des fonctions d'Apple Intelligence, et notamment le nouveau Siri. Qu'est-ce que concrètement ça va changer dans l'organisation, le business model de Google que de travailler avec ce géant qu'est Apple et qui pour l'instant faisait sans ses petits camarades ou ses petits concurrents? Ouais, alors c'est pas la première fois qu'on a ce modèle-là. Beaucoup des éléments sur lesquels on a travaillé sont de construire des infrastructures qu'on met à disposition à un certain nombre de partenaires. Si vous prenez l'exemple d'Android, probablement aujourd'hui, Android est une plateforme qui est utilisée par Samsung, par un certain nombre d'acteurs des télécoms qui ont utilisé cette plateforme pour ensuite écrire leurs propres services. De la même façon, avec ce partenariat avec Apple, on est évidemment très fiers, va être comment ils vont réussir à utiliser Gemini pour améliorer l'expérience, pour apporter des informations à leurs utilisateurs. Et ça, c'est pour demain. C'est pour demain. On ne prend pas beaucoup de risques. Le demain est assez indéfini ou pas? Oui. Avec un demain indéfini. Okay. Oui, parce qu'on peut le dire, vous êtes habitué aux intégrations poussées de l'IA dans différentes applications de smartphones. Je pense évidemment à Pixel 10, toute la gamme Pixel 10, voire, et comme vous l'avez dit, à toute la gamme Samsung. Absolument. Donc c'est pas un défi totalement irréaliste que vous menez là. Tout à fait. Vous diversifiez énormément. C'est un peu le lot de votre transformation permanente qui fait que vous tenez à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur grâce à la structure intégrée du groupe. Infrastructure, recherche, investissement, déploiement, composants, device et autres. Pourquoi vous avez cette nécessité d'avoir cette structure intégrée, de cette diversification poussée aussi loin? C'est parce que vous ne voulez dépendre de personne? Vous voulez être non pas autarcique, mais quasiment autonome? On revient sur votre première question sur quel est l'ADN de Google, c'est d'avoir l'expérience et l'utilisation la meilleure possible aujourd'hui. Donc, si on veut utiliser ou faire en sorte que l'IA sur lequel on travaille apporte des usages nouveaux, apporte des solutions nouvelles sur la partie cloud aussi pour les partenaires avec lesquels on travaille,
L'enjeu est d'essayer de voir sur chacune des dimensions de la chaîne de valeur comment on peut être le meilleur possible. Donc être le meilleur possible dans ces cas-là, c'est d'avoir des TPU qui vont permettre de faire des calculs les plus rapidement sur lequel on a énormément investi. C'est d'avoir un modèle, dans ce cas-là, qui est Gemini, qui est important. Et ensuite, notre capacité d'intégrer ces modèles et ces capacités de calcul sur les différents produits. Donc c'est vraiment réfléchir sur quelles sont les briques clés dont on a besoin pour continuer à délivrer les innovations qui vont le plus bluffer, surprendre nos utilisateurs tous les jours. Mais on pourrait se dire que vous pourriez faire appel à des partenariats avec d'autres acteurs de la tech qui sont meilleurs que vous sur certains domaines. Non, vous voulez les challenger sur chacun de ces domaines. Je pense notamment aux puces. Je pense aux puces et composants qui sont un enjeu aujourd'hui stratégique et une nécessité de transformation. Vous avez lancé, je le disais en introduction, la 7e génération de vos processeurs TPU qui sont moins chers, moins consommateurs d'énergie et capables aujourd'hui de rivaliser avec la référence sur le marché qui est les GPU de Nvidia. Et j'ai lu, vous me dites si c'est vrai, que vous avez l'ambition à terme de capter 20% du marché, ce qui représente à peu près 900 milliards de dollars avec vos puces. D'ailleurs, que vous avez vendu également à Meta et Anthropic. Pourquoi cette nécessité d'être indépendant, d'investir autant sur les composants et les puces? Alors, c'est pas tellement un enjeu d'indépendance. Vous avez utilisé le mot challenger. On n'est pas là pour challenger. C'est pas qu'une dimension d'indépendance. C'est vraiment sur l'expérience utilisateur. Je vais vous donner un exemple concret sur cette dimension-là. On a lancé Chrome il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez du lancement de Chrome il y a quelques années. C'était pas là pour challenger Internet Explorer ou d'autres qui étaient là, mais c'était la conviction aujourd'hui que si on veut avoir une expérience aujourd'hui, quand on est sur le moteur de recherche sur lequel il va pas y avoir un snap et toutes les pages vont disparaître, ce qui arrivait très souvent dans les premiers jours des navigateurs. On n'est pas capable d'avoir l'expérience. Donc, on était absolument convaincus que cette notion d'un navigateur, sur le fait de pouvoir sign in, d'avoir son mot de passe, et ensuite de pouvoir naviguer d'une page à l'autre de façon tout à fait naturelle, était clé. Et donc, c'est au service de cette expérience d'utilisateur qu'on a pris la décision d'avancer sur Chrome. De la même façon aujourd'hui, si on veut être capable d'avancer très rapidement avec les données dont on parle, le fait de pouvoir avancer vite est clé de travailler aujourd'hui sur nos TPU, qui est un point de différenciation et qui nous permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Et sur lesquels vous avez énormément investi pour pouvoir justement, je reprends le terme, rivaliser, challenger les GPU d'NVIDIA. Alors, la raison pour laquelle on a énormément investi, c'est qu'on a énormément de demandes. De besoins. Et donc, aujourd'hui, c'est ça la particularité par rapport à d'autres grandes vagues d'innovation. C'est qu'à chaque fois qu'on achète une nouvelle TPU, il y a immédiatement un besoin de calcul, que ce soit sur les usages de ce qu'on voit sur Gemini ou nos clients qui mettent leurs données sur le cloud de Google et qui ont besoin de ces TPU pour faire les calculs. Vous venez d'annoncer il y a quelque temps que vous reveniez dans les lunettes connectées après l'épisode des Google Glass il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui et qui fait que vous allez réussir là où vous avez pas réussi il y a une dizaine d'années? C'est quoi? C'est les usages qui ont évolué? C'est la technologie? Vous allez passer par Android XR? Est-ce que c'est le matériel, le design, les collaborations? Puisque pour cette nouvelle génération de lunettes connectées, vous aurez 2 modèles. Vous allez bosser avec Samsung, avec Warby Parker et Gentle Monster. Qu'est-ce qui a changé qui fait qu'aujourd'hui vous y retournez? Alors, d'abord, ce qui n'a pas changé, c'est la conviction que la technologie doit s'intégrer de façon la plus naturelle dans notre vie quotidienne. On a commencé sur des ordinateurs portables. Il fallait rentrer chez soi, allumer un ordinateur, avoir un clavier et une souris. On est passé sur le téléphone portable. On est passé sur le téléphone portable avec la voix, qui est déjà beaucoup plus spontanée. Et on a fait un certain nombre de tests sur un des téléphones Pixel. On avait regardé, exploré comment on peut engager avec des mouvements de la main, où vous leviez ou baissez la main pour augmenter ou diminuer le son. On avait lancé tout un programme avec des tissus connectés aussi, avec une veste en jean Levi's sur lequel on pouvait toucher certaines parties de la veste pour interagir avec son téléphone. Donc cette notion d'interaction qui devient beaucoup plus naturelle dans les gestes quotidiens et de pas avoir, comme on le voit dans un dîner à Paris et partout dans le monde où quelqu'un pose une question et tout le monde sort son téléphone portable, n'est évidemment pas la solution. Donc comment on va réussir à l'intégrer?
Donc, dans cet esprit-là, évidemment, les lunettes sont depuis le début la conviction que ce soit un endroit assez naturel avec lequel on peut interagir. Les technologies ont évolué de façon significative depuis la première Google Glass. Donc, c'est évidemment un des domaines sur lequel on travaille. Mais de nouveau, on revient sur la partie mission first. Je pense que la vraie question, c'est comment faire en sorte que ces technologies s'intègrent dans nos vies quotidiennes sans avoir besoin de mettre la main dans la poche toutes les quelques minutes. Autre diversification, la livraison par drone avec, votre filiale Wing, c'est aussi une nouvelle déclinaison futuriste, et le futur, aujourd'hui, parce que c'est en expérimentation aux États-Unis? Ouais, alors là, il y a 2 dimensions qui sont importantes d'évoquer. Il y a d'abord le corps de métier de Google, quelles sont les innovations sur lesquelles on travaille, qui sont cœur à la mission de Google. Et puis, il y a la dimension de Alphabet, qui est la maison mère de Google. Et à l'intérieur d'Alphabet, il y a un certain nombre de structures sur lesquelles on travaille. Euh, je crois 2017 par exemple, on avait fait un partenariat avec Niantic, qui était une de ces filiales d'Alphabet, et qui travaillait sur des jeux en ligne, ce qui a donné naissance à l'époque à Pokémon Go. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, c'est des enjeux qui ne sont pas clés pour le développement de Google en direct, mais qui sont des endroits sur lesquels Alphabet investit, de la même façon avec la voiture autonome, avec Waymo, sur lequel Alphabet est intégré, mais qui n'est pas un élément cœur de la mission de Google. Quel est le frein aujourd'hui à la transformation, à l'expansion de Google? Est-ce que il est technologique? C'est-à-dire vous manquez de capacité, même si vous avez fait énormément de progrès, avec vos puces et vos composants, ou est-ce qu'il est réglementaire? Je pense notamment, à toutes ces velléités, ces enquêtes de démembrement aux États-Unis ou d'enquêtes, en Europe. Qu'est-ce qui peut freiner encore aujourd'hui l'expansion de Google? Alors, on ne réfléchit pas en termes de frein. Je pense que dans des moments comme ceux d'aujourd'hui, et vous avez commencé avec ce mot d'hyper-transformation, il y a 3 briques qui sont absolument clés. La première, c'est en effet, quel est le champ des possibles en termes de technologie et comment on va pouvoir l'utiliser pour innover au service des utilisateurs, qui c'est les évolutions sur le moteur de recherche, sur la capacité de créer des vidéos sur YouTube, de traduire dans toutes les langues, et donc ces dimensions d'innovation qui sont clés. Et là, votre mission, c'est de systématiquement repousser, je veux dire, les limites de ce qui est possible pour aller explorer des champs nouveaux. La mission, c'est de continuer à faire en sorte, une fois qu'on a accès à ces technologies, de voir comment on va pouvoir les traduire dans des expériences qui vont venir bluffer les utilisateurs de façon quotidienne. C'était la première brique. La C'est la deuxième? première brique. La deuxième brique, c'est de le faire de façon responsable. Vous vous souvenez, au moment du lancement de ChatGPT, on a dit Google ne va pas assez vite, va trop vite. Ça pose aussi un certain nombre de questions. On a vu des créations d'images dégueulasses depuis quelques semaines qui sont là. Il y a évidemment un équilibre à trouver dans ces moments-là, sur lesquels il faut continuer à apporter des réponses, mais quand il y a des risques qui sont liés à la génération d'images qui n'ont pas lieu d'être ou à d'autres éléments, c'est aussi trouver cet équilibre entre avancer vite et responsable. On s'inscrit dans le très long terme, et donc quand on s'inscrit dans le très long terme, il faut aussi être particulièrement vigilant, et donc c'est des questions auxquelles on doit répondre en termes de régulation, en termes de partenariat avec les différentes institutions pour trouver le bon équilibre entre innover très rapidement et être responsable sur avancer. Les annonces qu'on a pu faire, par exemple, sur YouTube, sur des limites additionnelles qui sont données aux parents, sont absolument clés aujourd'hui pour trouver l'équilibre entre un YouTube sur lequel, avec Hugo Décrypte, avec Yvon Monca, vous pouvez apprendre plus vite et apprendre mieux, mais aussi tous les risques qu'on a pu voir de passer trop de temps sur son téléphone portable pour des adolescents et de trouver cet équilibre. Donc, le deuxième enjeu est de responsabilité. Et puis, la troisième brique, évidemment, c'est que les hommes, les femmes, les organisations soient prêtes à ces changements. Et sur ce point-là, c'est vraiment un des sujets qui me tient le plus à cœur depuis que je suis arrivé chez Google en France, qui est l'enjeu de la formation. En France, on a formé plus d'1 million de personnes, mais si on veut passer... Notamment avec des bus qui sillonnent pour aller limiter la fracture numérique, notamment qu'on les pu reculer, tout à fait. Vous êtes dans une
un village très reculé où un bus est venu vous Exactement. rendre visite. Mais donc évidemment, ces formations sont absolument clés. Il y a une dimension de peur qu'il ne faut pas sous-estimer dans ces moments de transformation. Et si on veut arriver à passer de la peur à l'envie, ça passe absolument par des formations pour arriver à comprendre quels sont les usages nommés, l'IA prédictive, l'IA générative, à les montrer comment les utiliser. Et plus on les apprend rapidement, plus on a envie de le faire. C'est une de nos surprises aujourd'hui avec des très petites PME, TPE, sur lesquelles on le voit dans leur utilisation de Google My Business, sur leur capacité de générer des images avec Nano Banana, Google Gemini très rapidement, de les intégrer sur leur page et donc d'avancer, de trouver des nouvelles audiences et d'avoir un impact. J'aime beaucoup le bouquin de Jeffrey Sachs, The Age of Globalization, qui parle de ces 7 moments dans l'histoire de l'humanité avec ces technologies de rupture. Le moment où on a réussi à dompter le cheval, au moment où Sparte se l'appropriait particulièrement bien, toutes les autres villes dans le Péloponnèse à ce moment-là auraient mis des régulations pour freiner les usages très rapidement. Se serait retrouvé dans une drôle de situation avec une cité qui l'adopte particulièrement bien et sait l'utiliser, et d'autres qui prennent du retard. Donc, on voit bien que dans ces moments-là, il y a un équilibre à trouver. L'IA est trop importante pour ne pas être régulée, donc absolument, il y a un enjeu de régulation. Et ensuite, l'enjeu est de trouver une régulation qui soit là, pas pour freiner l'innovation, pas pour prendre un temps de retard par rapport à d'autres régions, mais de continuer à l'encadrer au service des utilisateurs. Et vous partagez non pas la prédiction, mais l'avis d'Eric Schmidt sur justement cet équilibre aujourd'hui, trouvé ou non par l'IA Act en Europe? Alors, on est au tout début et il n'a pas encore été mis en place, mais évidemment, il y a un enjeu aujourd'hui sur lequel l'Europe a tendance à plus réguler que les autres régions. Et donc, si cette régulation est là pour freiner les usages, freiner les entreprises, freiner leur développement, il y a évidemment un risque de perte de compétitivité. Je le disais un petit peu plus tôt, vous investissez également beaucoup dans les infrastructures. Je pense notamment au rachat récent pour 4,75 milliards de dollars de la société Inter-Insect Power, qui est spécialisée dans les grandes centrales solaires photovoltaïques et le stockage d'énergie par batterie. Et tout ça pour une finalité qui est de maîtriser votre consommation énergétique, notamment pour répondre aux besoins de vos data centers qui sont énormément énergivores. Comment vous abordez cette question de la consommation électrique qui est centrale aujourd'hui dans le développement et en réponse aux usages qui se développent, sachant que la demande d'électricité pour ces fameux usages IA devrait doubler dans les 5 ans et que certains experts disent qu'elle pourrait commencer à empiéter sur la consommation énergétique des habitants? La question de l'utilisation de l'énergie dans les data centers est évidemment clé. Elle est au cœur du développement de ce qu'on a pu faire sur ces dernières années. On s'est donné comme objectif il y a quelques années, d'ici 2030, de faire en sorte que 100% de l'énergie qui vient animer les data centers vienne d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous regardez une vidéo sur YouTube, que vous envoyez un email, que vous faites une recherche sur Google, ça a été alimenté avec de l'énergie renouvelable. On a fait des progrès significatifs. On est à plus de 60, presque 70% en Europe en particulier sur ces consommations d'énergie. Mais la demande est accélérée depuis quelques années, en grande partie, avec tous les calculs nécessaires autour de l'IA générative. Et donc, sur ce moment-là, le premier moment, et ce que vous évoquez, c'est des investissements significatifs. Donc, le montant est 6 milliards d'euros qu'on a investi pour des nouveaux contrats avec Engie en Angleterre, en Allemagne, pour faire en sorte qu'on rapporte une énergie renouvelable additionnelle qui va venir alimenter les data centers. Et puis des questions qui se posent en ce moment de dire, même avec des modèles très ambitieux, même si on continue à faire ces contrats, à racheter des contrats significatifs sur l'énergie renouvelable, est-ce que ce sera suffisant? Et donc, c'est aussi un des moments sur lesquels on réfléchit à des pistes différentes. Celui qui m'a probablement le plus impressionné depuis quelques mois est lié à la réflexion autour de data centers dans l'espace, qui est extraordinaire de se poser ces questions. Si vous voulez montrer combien avec Google Gemini, on peut apprendre plus rapidement, imaginez que vous soyez responsable des data centers, où vous faites du béton depuis des années pour construire des data centers, et que du jour au lendemain, il faut se poser la question sur comment on les met dans l'espace. C'est un formidable exemple pour apprendre avec quelles questions poser. Mais donc l'opportunité, en effet, qu'il y a beaucoup plus d'ensoleillement, je crois qu'il y a 28 fois plus d'énergie
quand on est en satellite autour de la Terre, les questions ensuite sur la rapidité à laquelle on va pouvoir envoyer une information qui est développée ici, avec beaucoup moins d'enjeux de refroidissement sur ces puces. Et donc, je pense aussi que dans les années qui viennent, en parallèle des efforts qui sont faits sur l'énergie traditionnelle, on va voir des technologies de rupture comme celle-là qui vont pouvoir répondre à ces questions. Il y a une tradition dans le podcast qui sont des questions extérieures. Et donc là, c'est la première. Elle porte sur les IA agentiques, la révolution de l'IA agentique. Elle vous est posée par David Martineau, le Chief AI Officer de SIA. On l'écoute et vous lui répondez ensuite. Bonjour Sébastien. Avec l'essor des IA agentiques, capables d'agir, de recommander et de conclure des actions pour le compte des utilisateurs, le commerce en ligne et la publicité entrent dans une nouvelle phase. Comment Google anticipe-t-il cette évolution? Quels impacts cela aura-t-il sur la relation entre marques, consommateurs et plateformes? Et quand verrons-nous apparaître les transformations que nous voyons déjà arriver aux États-Unis, vers chez nous, en Europe et en France? Merci pour votre réponse. 3 éléments importants dans cette question. On a parlé de marque, on a parlé de plateforme, on a parlé d'usage. Sur les usages, j'ai envie de commencer par les annonces qu'on a faites à la NRF, évidemment. Aujourd'hui, on est capable de poser des questions théoriques sur Gemini, je veux m'acheter un jean qui est telle ou telle propriété, telle ou telle couleur, et d'avancer et de regarder qu'est-ce qui existe aujourd'hui. L'innovation majeure aujourd'hui, c'est d'avoir enlevé énormément de friction puisqu'on est capable de faire ses recherches sur un produit et immédiatement d'aller l'acheter. Et donc, on a fait ces partenariats avec auquel a été associé une marque comme Carrefour en France, Sephora, Zalando. Walmart, Sephora, Zalando, exactement. Donc, on est dans un endroit où on diminue de façon significative les usages. On va commencer à pouvoir le tester dans les jours qui viennent aux États-Unis. L'enjeu à chaque fois, quand il n'y a pas de réglementation qui nous empêche, évidemment, et une fois que ça a été testé dans une zone géographique, de continuer à avancer et de le développer le plus rapidement possible dans le reste du monde. Oui. C'est ce qu'on a fait sur tous les usages. L'enjeu, c'est que l'IA agentique fasse tout à notre place. C'est-à-dire qu'on lui dise voilà ce qu'on veut, et il recherche, et il commande, il achète, et il organise la livraison. Alors, je ne crois pas que ce soit faire à notre place. Je pense que le point important est d'enlever des frictions. Si vous deviez aller sur 6 ou 7 sites, aller cliquer, aller rajouter votre carte de crédit, aller sur un autre magasin, c'est le fait d'avoir enlevé des frictions, mais c'est toujours vous qui avez acheté un jean que vous avez choisi. On n'a pas pris la décision à votre place. Ensuite, il y a des éléments qui font que l'expérience est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus rapide, et c'est ce point-là qui est la différenciation, mais je pense pas que c'est à notre place. Et donc sur les usages, ils sont là aujourd'hui et vont continuer à se développer dans le reste du monde. Le deuxième élément important, c'est la dimension de plateforme, ce qui a permis aujourd'hui d'avoir énormément de marques qui sont présentes sur votre téléphone portable. C'est qu'on a diminué le nombre de OS qui sont présents, le fait que Android ou iOS soit présent sur ces téléphones portables, fait que vous lancez une application qui, du jour au lendemain, va être disponible sur tous les téléphones et d'avancer beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est le deuxième élément clé avec un protocole standard qui va permettre aux marques, qui va permettre... Universal Commerce Protocol. Universal Commerce Protocol, UCP exactement, qui est un protocole commun qui va permettre de façon de façon très simple à toutes les marques, à tous les commerçants de pouvoir avoir un identifiant qui vont faire en sorte que cela va être lu, si elles le souhaitent, par les IA génératives et pouvoir accéder à cette expérience beaucoup plus rapide. Donc je pense que cette notion de plateforme est clé. Dans les grandes questions qu'on se pose dans ces moments, elles sont relativement peu nombreuses et la question la plus importante est très souvent qu'est-ce qu'il faut mutualiser et là où il faut laisser de l'autonomie. Là où il faut laisser de l'autonomie, c'est la différenciation des marques et des produits. Par contre, sur l'infrastructure technologique, de la même façon, quand vous branchez à une prise électrique, il vaut mieux mutualiser et que toutes les prises se ressemblent et on voit les difficultés même d'un continent à l'autre quand il faut changer de prise. Et donc, sur cet élément-là, le fait d'avoir des protocoles et donc des plateformes communes sont clés. C'est une année particulièrement intéressante pour les marketeurs. En 2026, le fait d'avoir accès à ces nouvelles expériences est plus important que jamais pour les
marques de continuer à avoir des marques fortes avec des valeurs claires où on réfléchit à ce qui les rend uniques, meilleurs et différents et de continuer à avancer. Et donc, je pense qu'on va continuer et c'est un des gros enjeux sur 2026 de travailler avec les entreprises pour renforcer leur marque. Donc l'enjeu ne sera pas forcément d'avoir le meilleur produit, mais d'être capacité de le décrire et de le faire repérer par les agents IA. Alors, l'enjeu est toujours d'avoir le meilleur produit, Pas que. mais pas que, et évidemment, comme toujours, de le rendre le plus visible possible et le mieux visible sur les nouveaux usages et avec des marques fortes. On peut se poser la question, si jamais demain on va vers ce fameux web zéro clic qui gomme un petit peu l'accès au site marchand des marques, est-ce que Gemini, puisque c'est Gemini qui va officier ça, va pas cannibaliser un peu Google Search? Quel est l'avenir du moteur de recherche dans ce cas-là si on passe maintenant par des agents IA et par Gemini? C'est évidemment un des points sur lesquels on regarde. Aujourd'hui, pour Gemini, pour la partie IA, on voit que c'est des questions différentes, des questions qu'on pose sur le moteur de recherche. On est beaucoup autour d'apprendre, on est beaucoup autour de ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'IA générative, la capacité à créer une image, à améliorer un texte, à apprendre plus rapidement sur des sujets compliqués et qui sont différents des questions qu'on pose sur le moteur de recherche. La bulle de l'IA, ça vous inquiète? Est-ce que elle existe selon vous? Vu de Google aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que à chaque fois qu'on investit, et c'est des montants significatifs, vous l'avez évoqué, je crois que cette année, l'année 2025, c'était plus de 90 milliards de dollars d'investissement qui sont à l'échelle de Google des montants qu'on n'a jamais vus en termes Mais à toute d'investissement. échelle d'ailleurs. Hein. mais voilà, on a l'habitude de régulièrement parler en milliards, mais là, l'année 2025 est particulièrement importante sur ces investissements-là. Et on voit qu'à chaque fois qu'on met ces nouvelles TPU, il y a une demande de la part des utilisateurs ou à travers le cloud, des marques avec lesquelles on travaille, qui de plus en plus accélèrent la mise en ligne de leurs données sur le cloud pour bénéficier de l'IA prédictive et de faire en sorte qu'elles prennent des meilleures décisions. Peut-être que la différence par rapport à la bulle de l'Internet qui est souvent comparée, à laquelle on compare souvent aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, la demande n'existait pas véritablement. Aujourd'hui, dès que vous le disiez, dès que vous sortez une puce, je veux dire, sa puissance est accaparée par la demande et par le besoin des usages, et donc on vous pousse à encore aller plus loin. Donc la grande différence, c'est ça, c'est que le besoin existe, la demande existe aujourd'hui. Exactement. Deuxième césure de ce podcast, la question vous est toujours posée par David Martineau, le Chief IA Officer de SIA, et elle porte sur l'adoption de l'IA. On en parlait tout à l'heure, c'est un sujet qui vous intéresse et vous préoccupe particulièrement. Beaucoup d'entreprises voient l'IA comme une promesse, mais peinent à passer à l'échelle, peinent à passer du test à l'industrialisation, faute de compétences, de données ou de gouvernance claire. Quelle est selon vous l'importance de l'accompagnement des entreprises pour permettre cette adoption de l'IA, son intégration durable dans les processus métiers? Merci pour votre réponse. Vaste sujet. Ouais, enfin, il y a trois grandes briques importantes. La première, c'est l'IA au service de l'expérience et des utilisateurs. Une marque veut rester dans le coup et si les usages évoluent et qu'on n'a pas investi, on a évidemment un risque d'être disrupté. C'est Kodak. C'est l'exemple de Kodak. Donc il y a un point, il y a une urgence qui est différente pour certaines entreprises en fonction de la rapidité de l'évolution des usages. Google, par exemple, est beaucoup plus confronté de façon directe puisque sur la façon dont on interagit aujourd'hui avec Internet, on voit bien combien l'IA est déjà là et a un impact très significatif. Donc, suivre les utilisateurs. La deuxième brique importante, l'IA un peu B2B, c'est comment on va pouvoir l'utiliser pour ces métiers, pour les améliorer. Si on prend un exemple, un partenariat qu'on a fait récemment avec CMA-CGM, 650 bateaux, une flotte dans le monde entier, et la question qui était posée sur est-ce qu'il y a une façon de mieux anticiper les routes pour prendre des meilleures décisions et diminuer la facture d'énergie sur ces différents bateaux. C'est ce qu'on a mis en place sur Google Maps, où pour aller de Paris à Lyon, on peut vous dire la route la plus rapide et la route sur laquelle vous avez dépensé le moins d'énergie. Et donc, comment mettre en place un modèle avec toutes ces données-là pour arriver à permettre de prendre de meilleures décisions et de diminuer les factures d'énergie dans ce cas concret. Donc, on est au cœur de l'IA prédictive
avec un impact significatif. Et donc, tout l'enjeu pour les entreprises est de trouver quels sont les métiers sur lesquels elles peuvent avoir le plus rapidement un impact et avoir ces investissements. De nouveau, je reviens sur ce que je disais au début. Je pense que l'enjeu clé est de commencer assez large et puis tous les 90 jours de regarder qu'est-ce qui marche, là où il y a un impact significatif, là où c'est marginal et en fonction de ça, de continuer à avancer. Donc, deuxième brique, c'est vraiment la transformation des métiers et il faut commencer aujourd'hui. Et la troisième, c'est de préparer ces équipes, c'est de passer de la peur à l'envie et c'est un enjeu de formation. C'est vrai pour nos équipes chez Google où toutes les semaines, on consacre plusieurs heures à s'approprier ces outils, à apprendre pour voir comment on va évoluer. Et je pense que c'est vraiment ce qui me frappe le plus dans ma vie professionnelle. Je n'ai jamais été dans un moment où j'apprends aussi rapidement. J'apprends plus et j'apprends plus rapidement. Et c'est en cela que mon métier change. Je prends des sujets de plus en plus complexes sur lesquels j'arrive à apprendre plus rapidement. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur qu'est-ce qu'il faut apprendre pour envoyer des data centers dans l'espace est extraordinaire de voir qu'en 1 heure, j'arrive à avoir des éléments et comprendre les questions que je dois me poser pour des sujets aussi complexes que celui-là. C'est-à-dire qu'il faut accepter de continuer à apprendre perpétuellement parce que dans le monde d'avant, on avait l'impression qu'on avait appris une fois, après on apprenait quasiment plus. Aujourd'hui, l'accélération de la temporalité, l'accélération de la technologie, des besoins, des usages, fait que c'est un apprentissage qui va être permanent, qui doit être permanent. Oui, alors je pense que c'est toujours le cas dans la culture de Google et c'est le propre de ces OKR dont je parlais tout à l'heure, des objectifs qui résultent et d'avoir cette culture tous les 90 jours, c'est qu'on a la conviction que ce qui nous a permis de réussir les 3 derniers mois ne va pas être ce qui va nous permettre de réussir les 3 prochains mois. Et donc, c'est cette capacité à se réinventer, c'est beaucoup d'humilité, c'est d'être capable de se dire qu'est-ce que je vais faire différemment et c'est pas parce que j'ai réussi les 3 derniers mois que je vais réussir à nouveau et de savoir se remettre en cause, apprendre et se préparer à ces nouveaux usages. Vous citiez l'exemple de votre partenariat avec CMA CGM, mais il y en a d'autres en France, avec Orange, avec LVMH, avec Carrefour. Comment vous les accompagnez, ces entreprises, justement, à faire aujourd'hui ce qu'elles ne pouvaient pas faire avant pour, je sais pas moi, renforcer leur attractivité opérationnelle tout en réduisant leurs coûts ou leur empreinte carbone. Vous dites souvent que vous les accompagnez pour transformer notamment leur processus de décision, les rendre mieux identifier les opportunités de croissance et bâtir des avantages concurrentiels durables. Donnez-nous 2 ou 3 exemples justement de ces collaborations que vous avez avec des grandes entreprises françaises et qu'est-ce que vous leur apportez en matière de développement. Oui. Alors, il y a 2 grandes briques de métiers sur lesquelles on les accompagne particulièrement. Une brique autour de la publicité, de la communication et une brique autour de cloud sur la partie plus B2B. Sur la publicité, il y a un outil par exemple qui s'appelle Market Finder. Aujourd'hui, vous vendez des téléphones de seconde main en ligne. Vous êtes une entreprise française comme Back Market qui travaille sur ce produit-là. On est capable en temps réel avec Market Finder de vous dire où il y a de l'offre et où il y a de la demande sur Internet, pays par pays. Dans tel pays, on voit qu'il y a énormément de demandes sur ce type d'usage et très peu d'acteurs qui sont présents. Et donc, de pouvoir prioriser ce développement à l'international sur des marques globales. Donc, on accompagne les marques sur leur notoriété, des campagnes vidéo sur YouTube pour faire en sorte d'augmenter leur notoriété et puis de les accompagner à l'international pour trouver quels sont les marchés sur lesquels elles peuvent se développer et les accompagner dans la traduction des campagnes, dans l'expérience utilisateur pour se développer à l'international. Donc ça, c'est le cœur du business model de ce qu'on a fait autour de la publicité pour accompagner les marques à se développer. Et évidemment, la dimension unique sur ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable de les accompagner et qu'on est capable de le mesurer, puisque en fonction de ces investissements, les marques sont capables de voir très rapidement quel est le retour sur investissement en fonction de l'augmentation de leur notoriété ou de la vente des produits en ligne. Et la deuxième grande brique est autour de la partie cloud. Ces marques aujourd'hui sont assises sur des données importantes et aujourd'hui, le pari, c'est de mettre ces données sur des serveurs de cloud sur lesquels on va faire tourner des modèles qui vont leur permettre de prendre des meilleures décisions. Et plus vous avez accès à des données, plus vous pouvez
anticiper des tendances. Si vous voulez voir à quoi ça peut ressembler, allez sur Google Trends, qui est là depuis plus de 20 ans et sur lequel, en temps réel, vous pouvez voir quelles sont les requêtes les plus importantes en France, en Bretagne, à un moment donné, et donc de saisir l'air du temps. Quels sont les usages et comment les accompagner? Donc, si vous mettez ça avec vos propres données, très concrètement, vous parliez de Carrefour tout à l'heure. Carrefour aujourd'hui, en mettant ces données, en les structurant comme ça, a réussi à diminuer le nombre de produits qui étaient en rupture de stock, puisqu'ils ont réussi à inclure plus d'éléments pour prendre de meilleures décisions sur ce qui devait être commandé et donc diminuer les ruptures de stock. Troisième césure du podcast, c'est la question IA qui est posée par une IA. J'ai renseigné l'IA sur notre entretien, sur les questions que j'allais vous poser et en même temps sur un certain nombre d'éléments liés à votre politique IA. Et donc, notre IA nous a fait quelques propositions. Et la question, j'en ai retenu une. La question que vous est posée par Alice, alors on va bien se rendre compte que c'est une voix artificielle. Bonjour Sébastien. On entend tout et son contraire sur les gains de productivité de l'IA. Certains parlent d'un choc massif, d'autres d'une promesse difficile à matérialiser. Quels indicateurs concrets un dirigeant doit-il suivre pour distinguer effet wow et création de valeur durable? Et à quel moment faut-il accepter de refondre les processus plutôt que d'ajouter simplement une couche d'IA? Merci de votre réponse. Alors, je pense que très important, comme toujours, de répondre un petit peu différemment à cette question si on parle d'IA prédictive et de l'IA générative. Sur l'IA prédictive, aujourd'hui, pour tous les chefs d'entreprise, on est capable de prendre des meilleures décisions quand on a accès à plus de données. Et qu'on sait traiter cette donnée et la qualifier. Exactement. Et la transformer. C'est du bon sens, mais c'est évidemment le point le plus important derrière cette dimension. Et puis l'IA générative qui vient à la fois changer l'expérience en termes d'utilisateurs et en termes d'infrastructures pour les entreprises. Il y a deux éléments qui sont très importants pour sortir juste de l'effet wow et d'être capable de délivrer de la valeur. Le premier, c'est cette infrastructure, c'est d'avoir des données structurées qui vont pouvoir être utiles aujourd'hui, qui est le point le plus important. Si vous avez énormément de PDF, de tableaux Excel qui sont fragmentés, ces données ne servent à rien et vous ne pourrez pas en faire quelque chose. Donc, il faut juste structurer ces données pour faire en sorte que ces données se parlent les unes avec les autres et quand vous les faites tourner avec un algorithme, vous permettent d'avoir des recommandations et de prendre des meilleures décisions. Donc, une dimension d'infrastructure qui est clé, une dimension de formation dont on a parlé qui est fondamentale. Si les équipes ne savent pas comment les utiliser et quels sont les bénéfices, évidemment, ça ne sert à rien. Et puis la troisième dimension, c'est de revenir avec une culture de l'innovation. Tous les 90 jours, on regarde dans quelle mesure on peut améliorer de façon significative un métier et avancer. Et avec la conviction que dans les années qui viennent, ces gains de productivité vont exister. Et c'est tout un travail systémique assez fondamental qui va être amené à changer. Et le plus important est de commencer aujourd'hui à le préparer. Vous comprenez les peurs et les craintes qui portent depuis maintenant 3 ans autour du développement de l'IA générative. Là encore, on entend tout et son contraire sur l'impact de l'IA générative sur les emplois, sur le marché du travail, en matière de création ou de destruction d'emplois. Alors, les précédentes révolutions industrielles nous ont montré que souvent, Schumpeter avait raison en parlant de destruction créatrice. C'est pas forcément les mêmes emplois, mais au final, il y a plus d'emplois que ce qu'il y en avait avant. Quelle est votre position sur le sujet? Et surtout, comment vous voyez l'évolution? Je parle toujours en termes d'IA générative. Et vous voyez plus une augmentation des emplois ou une substitution des emplois à terme? Aujourd'hui, on voit plus une augmentation des emplois. On est dans un moment où les tâches évoluent, mais les métiers et les décisions à prendre restent là et ils sont fondamentales. Sur les peurs que vous évoquez, il y en a un certain nombre. Je pense que d'abord, on revient sur le sujet de l'hypertransformation et dans les moments d'hypertransformation, il y a une tension locale, globale et à chaque fois, nécessite de revoir les organisations, de revoir les métiers et qu'il y a toujours une dimension qui est très humaine, un peu de blessure narcissique où on perd un peu de contrôle sur le rôle tel qu'on l'avait hier et donc d'accompagner les entreprises, d'accompagner les équipes. Donc, qu'est-ce que veut dire cette blessure narcissique pour leur donner envie d'avancer? Mais c'est souvent des freins
très humain, sur une perte de contrôle et de bien comprendre, de mettre en place des organisations qui peuvent accompagner les équipes. À la fin, quand on a un modèle d'IA qui nous permet de mieux anticiper des ruptures de stock dans un magasin, ça veut dire que le patron de tel rayon dans tel supermarché va recevoir des informations qui vont l'aider à mieux commander tel ou tel biscuit au chocolat le vendredi, mais la décision reste auprès de cette personne. Et donc, comment travailler avec ces données qui est cette évolution. Et sur le deuxième, c'est évidemment différent en fonction de certaines industries, de certains métiers, mais cet enjeu de formation et de voir comment on se forme et comment nos métiers évoluent sont là. Si je donne mon exemple personnel, j'utilise énormément un outil qui s'appelle NotebookLM aujourd'hui, qui est un des outils de Google sur lesquels vous pouvez mettre des PDF, des données qui sont très longues. Si vous mettez le rapport de Mario Draghi sur l'Europe et sur la compétitivité, vous êtes capable de mettre plusieurs centaines de pages et d'avoir une synthèse et d'avoir un podcast et donc d'utiliser une grande quantité d'informations avec une grande fiabilité pour prendre des décisions plus rapidement. Quelle est la responsabilité pour vous des pouvoirs publics, justement, pour accompagner, pour aider les entreprises à adopter en masse l'IA afin de continuer de grandir et de préserver l'emploi dans un contexte de concurrence internationale? C'est un partenariat. Les entreprises innovent, les entreprises font leur métier de continuer à développer des produits, des solutions pour trouver des audiences. Je pense que l'enjeu clé, au niveau européen en particulier, est de continuer à créer les conditions pour des marques de se développer. J'ai vécu 7 ans aux États-Unis, j'ai été frappé de voir à quelle vitesse vous lancez une application et en quelques secondes, vous pouvez toucher un marché de plus de 300 millions d'habitants aux États-Unis. En Europe, si vous lancez ce même site, c'est plus compliqué. Un sujet, parce qu'il n'y a pas de marché intégré. Un sujet aussi simple que le consentement sur des cookies quand vous interagissez avec un site peut être différent. Donc, s'il faut embaucher des avocats pour arriver à avoir une définition du consentement différent dans les 27 pays européens, évidemment, fait qu'il y a plus de coûts et on avance moins vite. Dernière césure du podcast, c'est une question qui vous est posée par Emmanuel Mettet, le DG de l'EDEC Business School et précédent invité du podcast. On l'écoute et vous lui répondez après. Sébastien Missoff, bonjour. Donc la question que j'aurais souhaité vous poser, évidemment, elle est assez simple. Moi, une de mes grandes préoccupations aujourd'hui, mais c'est une vraie curiosité intellectuelle au sens positif du terme, c'est la part d'humanité qui va rester à l'homme et en particulier à nos étudiants et aux futurs dirigeants que nous souhaitons dans le monde qui est déjà et qui va être fortement impacté par la technologie. Aujourd'hui, c'est les IA génératives et demain, certainement bien autre chose. Mais comment vous voyez ça ? Qu'est-ce qui va rester finalement comme humanité à l'homme et qu'est-ce qui fait que nos étudiants, dans les années qui viennent, continueront à créer de la valeur dans les entreprises en tant que leader, en tant qu'entrepreneur et dans la société en général. Merci. Immense part d'humanité, puisque la conviction aujourd'hui de ce qu'on voit, c'est que les décisions restent avec nous, mais qu'on prend de meilleures décisions avec ces éléments-là. Quand j'ai commencé comme contrôleur de gestion chez L'Oréal il y a presque 30 ans, j'avais un tableau Excel sur lequel je faisais ce qu'on appelait des VLOOKUP pour regarder en fonction des ventes de l'année précédente comment je pouvais le mieux anticiper le nombre de mascaras et de rouge à lèvres qu'il fallait que je commande. J'avais juste accès à ces données. Aujourd'hui, la personne qui m'a remplacé a accès aussi au fait de quel jour de la semaine, de pas juste comparer un jour avec un autre, de regarder le temps, de regarder les soldes, de regarder la communication, de regarder les requêtes sur Google, de regarder les vidéos sur YouTube et ainsi de suite pour prendre des meilleures décisions. Mais la décision reste dans les mains d'hommes et de femmes qui prennent ces décisions. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout une capacité d'apprendre et donc l'humanité profonde autour de la curiosité, autour de l'envie d'apprendre reste là et on apprend plus vite, qui est un élément important. Et ensuite, dans la question que je me pose dans les années qui viennent, je pense qu'on est dans un moment où si je devais simplifier un peu l'attention, je pense qu'on va dans un modèle où il peut y avoir un modèle agentique où on enlève énormément de friction pour aller plus rapidement, mais aussi on a envie de garder une part de contrôle. Et donc, quelle est sur l'équilibre. La part où on est prêt à diminuer le contrôle pour avoir moins de friction ou le contraire,
et une des questions que je trouve passionnantes justement sur à quel point ce besoin de contrôle profondément humain va venir influencer cette baisse des frictions qui est offerte par la technologie. Et entre cette frontière entre automatisation acceptable et automatisation dangereuse, elle dépend de chaque individu ou de chaque organisation. Il n'y a pas de modèle duplicable. Ça dépend aussi de la version des uns et des autres au risque. Ouais. Alors je pense pas que c'est dans le cas que je donne, il n'y a pas de danger, mais il y a plutôt une question en termes d'usage. Est-ce qu'on est prêt à complètement enlever toutes les frictions et déléguer un certain nombre de décisions, ou sur lequel on veut que ces données-là nous permettent de prendre des décisions plus rapidement, de passer à l'acte d'achat dans l'exemple que vous donniez plus rapidement. Et donc c'est cette tension-là que je trouve passionnante. Mais ça veut dire que le leadership va changer. La responsabilité du leader de demain, elle va évoluer, elle va muer. Il va falloir que le leader ait d'autres capacités, d'autres habilités que celles qu'il avait hier. Ouais, enfin il y a des fondamentaux. Un leader doit continuer à montrer quelle est la direction, quelle est la stratégie pour l'entreprise, quelle est la montagne à gravir, doit enlever les obstacles qui sont sur la route pour permettre aux équipes d'avancer avec le bon niveau d'autonomie. Il doit définir des valeurs communes sur la façon dont on a avancé, ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur le bon équilibre entre l'innovation et la responsabilité. Donc ces valeurs fondamentales du leadership sont là. Par contre, je pense que ce qui est particulièrement important, c'est le fait que dans un moment d'hypertransformation, avec énormément d'humilité, à chaque fois qu'on réussit, la tendance est de se dire, bon, moi, c'est bon, on a trouvé la formule, on va pouvoir la répéter. Eh ben non, il faut pas juste la répéter, il faut aussi savoir se remettre en cause. Et donc, cette humilité est plus importante que jamais pour les dirigeants. Récemment, Sundar Pichai, à ce sujet, le CEO d'Alphabet, a indiqué que le rôle d'un PDG sera peut-être l'une des choses les plus faciles à accomplir par un jour grâce et par une IA. Sam Altman, chez OpenAI, pense exactement la même chose. On voit qu'une IA, aujourd'hui, est devenue ministre des marchés publics en Albanie. Est-ce que vous pensez que l'IA sera en capacité demain de devenir le CEO d'une entreprise ? Je pense que l'IA aujourd'hui, de ce que je vois, me permet de prendre de bonnes décisions. Quand il s'agit ensuite d'emmener des hommes et des femmes avec un projet, il y a évidemment une dimension de chef d'équipe, d'embarquer des équipes qui restera profondément associée à un leadership humain. Avant de conclure, il reste un dernier exercice auquel vous devez vous plier, c'est le fameux portrait chinois que j'ai revisité et auquel il vous faut répondre du tac au tac sans presque réfléchir. Si vous séchez, vous pouvez passer, mais vous ne pouvez pas appeler un ami comme disait l'autre. Alors, quelle est votre devise professionnelle ? L'équilibre entre le cœur, le cerveau et les tripes. Votre geste écolo au quotidien pour réduire votre empreinte carbone. Zéro plastique. Le héros ou la personne qui vous inspire au quotidien. Ulysse, le héros de l'Odyssée, justement pour ses capacités à trouver le bon équilibre entre le cerveau, l'ingéniosité, le cœur, l'amour et le courage pendant ces 20 années d'aventure. Le métier que vous vouliez exercer quand vous étiez petit. Commissaire-priseur. La qualité première d'un dirigeant d'entreprise en ce premier trimestre 2026. La curiosité. Le défaut dont vous avez du mal à vous défaire. La curiosité. Le risque demain qui vous empêche de dormir. Il est géopolitique, il est technologique, il est climatique. Tout à la fois. L'appli que vous utilisez le plus chaque jour. Google. L'endroit en France ou dans le monde où vous aimez décompresser. La Grèce. Votre hobby secret ou méconnu. La lecture. On arrive au terme de ce podcast. Merci infiniment Sébastien pour ce moment passé ensemble. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, une dernière pensée à partager en réponse à une question que je ne vous aurais pas posée ? On a parlé de l'hyper-transformation. Si je devais terminer avec un mot, on pourrait peut-être faire un nouveau néologisme. Hypercalifragilistique, le mot de Mary Poppins, c'est passé de supercalifragilistique à hypercalifragilistique, mais cette dimension d'un Mary Poppins, de savoir donner envie de se projeter vers l'avenir, est évidemment un des enjeux clés pour réussir cette hypertransformation. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de l'hypertransformation by SIA sur toutes les plateformes qu'il diffuse, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube et autres, pour être informé en temps réel de la mise en ligne du prochain épisode dont l'invité sera au mois de mars Enrique Martinez, le directeur général de Fnac Darty. Merci à tous.